Alors aujourd'hui, nous allons parler de donation et succession internationale. Avec moi, j'ai Olivier Sureau, hein, qui est CPA, expert comptable. Euh, Olivier qui va nous parler, bien sûr, hein, de tout l'aspect fiscal au niveau de la succession de donation. Moi, je reviendrai sur l'aspect patrimonial. Alors, au niveau du petit mot sur le cabinet, donc USA France Financial, hein, nous sommes un cabinet de gestion privée ici aux États-Unis, spécialisé dans l'accompagnement de la communauté française, franco-américaine, et nous accompagnons, hein, nos clients dans la gestion de toutes leurs problématiques patrimoniales, que ce soit au niveau de la fiscalité, comme on va traiter aujourd'hui, des placements, des investissements, de la protection de la famille et de la retraite. Sans plus attendre, je donne la parole à Olivier qui va rentrer dans les détails du sujet. Olivier, je vous remercie. Merci Adrien, bonjour à tous et encore merci aux accueils pour l'organisation de cet événement. Donc aujourd'hui, nous allons parler de donation et succession internationale. Alors bien évidemment, axé et concentré sur l'aspect franco-américain. On va essayer de vous donner plusieurs types de contextes en fonction des situations sur lesquelles vous pouvez être confrontés aujourd'hui ou dans le futur. Donc, le but aujourd'hui, c'est de pouvoir vous exposer. Il y a beaucoup de matière, donc je vais essayer d'être assez simple et le plus concis possible. Mais n'hésitez pas à poser vos questions. On fera une séance de questions-réponses à la fin des présentations d'Adrien et de moi-même. Et Adrien fera sa présentation après la mienne. Donc, on va essayer de parler d'une famille, qui est la famille Durand, qui sont une famille franco-américaine. On fera aussi quand même des situations où ils ne sont pas franco-américains. On va essayer de regarder les plusieurs situations. Et si tu veux, Adrien, tu peux te mettre en mute si tu veux. Et en fait, on va regarder cette famille-là qui habite à San Francisco, qui est installée aux États-Unis depuis 13 ans, qui a dans son patrimoine à la fois une maison, des actions, une assurance vie, et bien évidemment de savoir quelle est l'exposition fiscale en termes de succession donation. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent, et à juste titre, on est souvent concentré sur l'impact fiscal en termes d'imposition sur le revenu, mais l'impact successoral est très important, surtout quand on a, nous en tant que franco-américains, on a un pied des deux côtés de l'Atlantique, des investissements des deux côtés de l'Atlantique. Donc, il faut vraiment avoir une bonne appréhension, au moins des principes essentiels. Et j'espère que vous en retiendrez certains aujourd'hui. Et j'essaierai de vous les rappeler au fur et à mesure de ma présentation. Première chose, on va essayer de s'axer sur la définition de la résidence fiscale dans le cadre des donations et successions. On parlera dans un premier temps d'imposition des donations, donc du vivant des personnes. Et bien sûr, après, la situation qui est la situation dans le cadre d'une succession, qui là aussi, on va pouvoir étudier en fonction d'un certain nombre d'hypothèses. Donc tout d'abord, quand on parle de succession-donation, il faut comprendre le cadre fiscal franco-américain. Alors quand on parle de cadre fiscal, on parle de la notion de domicile fiscal pour les donations et successions. Attention du côté américain, comment savoir si j'ai mon domicile fiscal aux États-Unis? Alors souvent, la première confusion qu'on fait, c'est qu'on se dit, déjà trois confusions d'ailleurs qu'on fait souvent. Première confusion, souvent, qu'on pense que tant qu'on n'est pas américain, on n'est pas résident fiscal d'un point de vue d'imposition sur le revenu. On en a parlé dans différents webinars, c'est pas le cas. Il y a un critère qui est essentiellement de présence physique, qui peut être lié au passeport ou au statut d'immigration, mais c'est essentiellement qu'un critère lié aux présences physiques, c'est-à-dire si on passe en moyenne plus de 6 mois par an au cours des 3 dernières années aux États-Unis avec la règle du tiers de 6e. Attention, quand on parle de succession et donation, la notion est totalement différente de la notion d'imposition sur le revenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certains d'entre vous, vous pouvez être considérés comme étant résidents fiscaux américains, donc à ce titre imposables sur ces revenus mondiaux, mais non domiciliés fiscalement aux États-Unis d'un point de vue successoral, pour les successions et donations. Et en fait, la notion de domicile, là, on va parler de la notion de domicile aux États-Unis, donc la notion de domicile fiscal pour les successions et donations, qui est une notion qui est un petit peu plus, je dirais, assez subjective quand même. Elle repose sur un certain nombre de critères. Alors, c'est subjectif, mais également objectif, mais c'est beaucoup moins objectif que le critère de définition de la résidence fiscale pour l'impôt sur le revenu, où là, c'est vraiment un critère défini et établi. Dans le cas des donations et successions, on va regarder un certain nombre de faisceaux d'indicateurs. Un des faisceaux d'indicateurs, c'est est-ce que je suis aux États-Unis pour y rester de façon indéfinie, sur la longue durée? Donc souvent, un des critères, c'est son critère d'immigration. Quel est mon statut d'immigration? Si j'ai un visa, en règle générale, si j'ai un visa de travail, même quand bien même, j'insiste bien, je suis résident fiscal en termes d'impôt sur le revenu, dans la mesure où mon visa est temporaire, je serai considéré
d'un point de vue successoral et des donations comme étant non domicilié fiscalement aux États-Unis. Parce qu'on va considérer que je suis là de façon temporaire. Et alors, en revanche, ça peut s'arrêter dès lors que je fais une demande de carte verte. Même dès lors que je fais une demande de carte verte, je peux montrer que je suis là pour rester. À partir du moment où je fais la demande, on dit souvent qu'on peut être considéré comme étant domicilié fiscalement aux États-Unis. Si j'ai une carte verte, pas de débat. Carte verte, je suis là pour rester de façon longue durée, donc je serai automatiquement considéré comme ayant mon domicile fiscal aux États-Unis. Idem, bien évidemment, si j'ai le passeport américain. Mais c'est pas le critère unique. Je pourrais également avoir un critère où finalement, en termes de visa, je suis dans une position quand même assez, entre guillemets, précaire, c'est-à-dire que je suis pas là pour rester, mais j'ai engagé tellement de choses aux États-Unis. J'ai par exemple mis tout mon patrimoine aux États-Unis, j'ai tous mes investissements aux États-Unis. Parfois même, je compte même se faire enterrer aux États-Unis ou se faire incinérer aux États-Unis. Ça, c'est un critère aussi pour le terme de domicile fiscal. Eh ben, je pourrais être considéré comme étant domicilié fiscalement. Donc attention, c'est vraiment un faisceau d'indicateurs. Plus on a d'indicateurs qui prouvent que l'on est là pour s'implanter et rester, plus on sera considéré comme étant domicilié fiscalement aux États-Unis, sachant que le vrai enjeu ici, c'est est-ce que je peux bénéficier de l'abattement qui a ses conséquences aux États-Unis, qui est actuellement de 13 990 000 $, donc pour un couple, quasiment 28 millions. À compter du 1er janvier, on passera à 15 millions et pour un couple, 30 millions. Donc ça, c'est l'enjeu qui sera important. Donc, comme j'ai évoqué, ne confondez pas résidence fiscale et domicile fiscal. Maintenant, du côté français, c'est, je dirais, un peu plus simple, entre guillemets. C'est-à-dire que quand on parle de donation et succession d'un point de vue français, on reste sur la notion plus ou moins de résidence fiscale. D'abord, on va regarder, parce que en droit américain, quand on parle de succession et donation, on regarde uniquement où est la personne qui donne ou qui décède, où il a son domicile fiscal. En France, on va regarder 2 critères. Premier critère, c'est le critère, est-ce que la personne qui fait une donation ou qui fait sa succession est résidente fiscale française. Et là, c'est vraiment la notion de résidence fiscale de l'article 4 du Code général des impôts. Donc, je suis là pour rester, je suis là et je paie mes impôts sur mes revenus mondiaux. Donc là, je suis considéré comme étant fiscalement domicilié au regard de la succession et de donation en France, et donc à ce titre imposé sur mon patrimoine mondial en France. Si ce premier critère n'est pas atteint, on regarde le deuxième critère. Où est le bénéficiaire de la succession et donation? Et attention, si le bénéficiaire est en France et que ce bénéficiaire est résident fiscal depuis au moins 6 ans au cours des 10 dernières années, alors ce sera à la charge du bénéficiaire de payer un impôt sur les donations successions qu'il perçoit, sur tout ce qu'il perçoit mondialement. Je donne un exemple, on ne parle pas encore de convention fiscale entre la France et les États-Unis, je ne parle pas des États-Unis, j'ai mes parents qui habitent aux Bahamas, je suis résident fiscal français, il n'y a pas de convention fiscale entre les Bahamas et la France au regard des successions et donations. Quand bien même mes parents sont aux Bahamas, qui me donnent un patrimoine que situé aux Bahamas, comme je suis bénéficiaire fiscal, résident fiscal français, j'aurai l'obligation de payer un impôt sur les donations ou successions en France. Ça, ce sont des critères de droit interne. J'insiste bien, c'est ce que dit la loi interne. Maintenant, nous allons avoir la convention fiscale. On a la chance d'avoir une très très bonne convention fiscale entre la France et les États-Unis, qui a été conclue entre nos 2 pays. Il n'y a que 16 pays qui ont conclu dans le monde une convention fiscale sur les successions et donations avec les États-Unis. La France fait partie de ces 16 pays. Et dans cette convention fiscale, on dit la chose suivante. On va regarder, pour définir le domicile fiscal, uniquement la résidence, le domicile fiscal de la personne qui donne ou qui décède. Si cette personne est aux États-Unis, quand bien même son fils est situé en France, alors ce sera les successions et donations, la loi américaine qui s'appliquera. Dans ce cadre-là, la seule conséquence fiscale que je pourrai avoir en France, ce sera si je conserve des biens immobiliers. Gardez bien cela en tête. Le cas de figure où le fisc français, dans tous les cas de figure, sera à même de demander à payer un impôt sur les successions ou les donations, c'est en cas de détention d'un bien immobilier situé sur le territoire français. Donc, dans ce cadre-là, grâce à la convention fiscale, quand bien même j'ai mon fils qui habite en France, j'habite aux États-Unis, dans ce cadre-là, la succession se passera aux États-Unis intégralement,
sauf si j'ai des biens immobiliers en France. Mais ça n'aura rien à voir avec le statut de mon fils. Que mon fils soit en France ou pas, je paierai toujours un impôt sur les successions et donations sur les biens immobiliers situés sur le territoire français. Et attention, les conventions fiscales, dites-moi, parce que j'ai souvent ça, on me dit souvent, oui, mais en France, il y a la notion de bénéficiaire, comme je viens de vous l'évoquer. Attention, les conventions fiscales vont au-delà des lois internes. Même si la loi interne française prévoit que si un bénéficiaire est résident fiscal français, il doit payer un impôt sur les donations et successions sur tout ce qu'il perçoit, peu importe sa provenance, ce n'est pas le cas lorsqu'on a une convention fiscale. Je rappelle, l'article 4 de la convention fiscale entre la France et les États-Unis, on va regarder où est situé le donateur ou le défunt dans le cadre de la succession. Donc à l'inverse, si le donateur ou le défunt est en France, la taxation sera située sur le patrimoine global en France. Et à l'inverse, pareil, de la même façon que tout à l'heure, le seul cas où le fisc américain pourrait me demander un impôt sur les successions, si je suis non résident, c'est si je conserve de l'immobilier situé sur le territoire américain. On va en parler après. Donc, je l'ai évoqué tout à l'heure, le critère français, et on a la notion de domicile fiscal, où est le donateur ou le défunt. Le bénéficiaire, on a parlé tout à l'heure, et donc le donateur dans ce cadre-là. Et je répète, critère américain, c'est la notion de domicile fiscal qui est importante. Je peux me retrouver en situation où je suis résident fiscal, imposé sur mes revenus mondiaux, mais non domicilié fiscalement au regard des successions et donations, et donc dans ce cas, ne pas bénéficier des abattements des 13 990 000 $. On parlera de tous les cas particuliers tout à l'heure. Donc, premier cas de figure dont on va parler aujourd'hui, c'est au niveau du principe général des donations. Je souhaite effectuer un don en argent, ou en nature, on va parler d'un don en argent. Est-ce que les règles sont même applicables en France et aux États-Unis? Du côté français, c'est la règle traditionnelle, c'est un acte de transmission. Il va falloir regarder si ce sont des biens mobiliers ou immobiliers. Gardez bien en tête, quand je l'ai évoqué tout à l'heure, dans le cadre de la convention fiscale entre la France et les États-Unis, chacun des pays, États-Unis ou France, ne pourra demander un impôt dans son pays uniquement sur l'immobilier situé sur ce territoire-là, si le donateur ou le défunt n'est pas résident fiscal de ce pays. On va vous parler des exemples précis tout à l'heure. Bien important de bien connaître. Aux États-Unis, j'aurai différentes formalités, comme en France. En France, on doit enregistrer une donation, même si c'est une donation manuelle d'argent. Aux États-Unis, on va faire une déclaration de donation également, sauf que cette déclaration, elle a lieu l'année qui suit la donation, donc dans les mêmes conditions que vous faites vos déclarations fiscales, donc au 15 avril de l'année qui suit ou au 15 octobre, dès lors qu'on est au-dessus des abattements. Alors les abattements, c'est 19 000 $ par an et par personne. Donc pour un couple, vous pouvez donner 38 000 $ par personne. Peu importe le lien de parenté, au-delà de ces 19 000 $, donc 38 000 par un couple, je vais devoir déposer une déclaration de donation aux États-Unis. Et là, je vais commencer à utiliser mon abattement des 13 990 000 $. Bien comprendre cette partie-là. Donc, le premier grand cas de figure qu'on va regarder, c'est l'imposition des donations, donc du vivant, entre parents-enfants. On va regarder toutes les possibilités que vous pourriez avoir, enfin toutes, en tout cas les plus communes. Il y en aura certainement d'autres également qu'on pourra discuter plus tard. Donc, premier cas de figure, je vis aux États-Unis, j'effectue une donation à mes enfants. Quelle est la limite avant impôt? Donc, dans ce cas de figure, je suis domicilié fiscalement aux États-Unis, donc j'ai une carte verte américaine, comme j'ai dit tout à l'heure, mais en revanche, je ne suis pas résident fiscal français. Donc, dans ce cadre-là, je fais une donation à mes enfants. Donc, première chose, si je fais une donation, comme je l'évoquais tout à l'heure, jusqu'à 19 000 $, je n'ai pas besoin de faire de déclaration fiscale chaque année. Donc, chaque année, je donne 19 000 $ à mes enfants, ou peu importe, je n'ai pas besoin de faire de déclaration. Et la grosse différence qu'on a entre la fiscalité française et américaine, on n'a pas les notions de lien de direct ou indirect, parent-enfant. On peut donner à qui on veut. Certains donnent tout leur héritier, même à des animaux, parfois, aux États-Unis. Les abattements seront les mêmes. Donc, je peux donner 19 000 $ à qui bon, il me semble, chaque année. Au niveau fédéral, je parle bien de fiscalité fédérale aujourd'hui, attention, je ne vais pas évoquer les États aujourd'hui, je parle de fiscalité fédérale pour les successions et donations. Donc, dans ce cadre-là, je vais faire une déclaration en France si c'est supérieur à 19 000 $. Si c'est inférieur, je ne fais pas de déclaration fiscale. Du côté français, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, je n'aurai pas, dès lors que je fais une don d'argent et non pas de biens immobiliers en France, vis-à-vis de la fiscalité française, je n'aurai pas d'imposition. Par contre, souvent, je vais devoir déclarer cette donation, cette succession en France.
parce que je vais demander à bénéficier de la convention fiscale entre la France et les États-Unis qui va spécifier que c'est la taxation dans le pays de résidence de la personne qui donne, donc aux États-Unis, et donc pas d'imposition en France dès lors que ce n'est pas de l'immobilier français. Hein. Donc, si par contre je fais un don supérieur à 19 000 $, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais déposer une déclaration aux États-Unis, le formulaire 709, et je vais commencer à utiliser mon abattement que j'ai le droit d'utiliser, donc 13 990 000 $ de mon vivant à mon décès. C'est comme que je l'étale comme je veux. Et au-delà, une fois que cet abattement sera consommé, on arrive très rapidement, je vous montrerai tout à l'heure, à 40% d'imposition. Maintenant, quel est l'impact fiscal si je suis résident fiscal français? Donc là, je suis dans le cheminement inverse, non domicilié fiscalement aux États-Unis, j'insiste bien, hein, donc je ne suis pas le passeport américain, je n'ai pas de carte verte, et que je fais une donation à des gens d'un bien immobilier aux États-Unis. Donc, on est dans un cadre où un non domicilié fiscalement fait donation d'un bien immobilier américain. Résident fiscal français qui donne un bien immobilier aux États-Unis. Attention, aux États-Unis, quand on donne du vivant, on n'a pas d'abattement, à les 19 000 $ que j'évoquais tout à l'heure. Donc, à l'inverse, hein, quand on est domicilié fiscalement, on a un abattement de 13 790 000 $. Donc là, j'aurai aucun abattement. Deuxième conséquence fiscale, je vais me retrouver à payer rapidement 40% d'impôts aux États-Unis. Et surtout, retenez bien aussi un phénomène qui est une grosse divergence que l'on a entre la fiscalité française et américaine. C'est en France, lorsque vous donnez de votre vivant un bien immobilier, on purge les plus-values, c'est-à-dire qu'on réévalue la valeur du bien au prix du marché au moment de la donation. Je donne un bien immobilier à mon fils qui vaut 500 000 $ en France, je l'ai acheté 100 000, mon fils le revend je lui donne, mon fils le revend le lendemain pour 500 000, pas d'impôt en France. C'est ce qu'on appelle la notion de step-up. Aux États-Unis, malheureusement, on n'appure pas la plus-value. Donc, je donne un bien immobilier à mon fils de mon vivant. Ce bien immobilier vaut 500 000 $. Je l'ai acheté 100 000 $. Mon fils le revend le lendemain pour 500 000. Il va payer un impôt aux États-Unis sur la plus-value de 400 000 $. Donc, je peux montrer une situation où, je vais payer un impôt sur la donation aux États-Unis parce que je n'ai pas le droit à un abattement parce que je n'ai pas le fameux step-up. Et en plus, excusez-moi, je n'ai pas le droit d'abattement parce que je suis non domicilié fiscalement aux États-Unis, donc j'ai aucun abattement. Et en plus, je vais me retrouver, mon fils va se retrouver à payer un impôt quand il va revendre sur la valeur historique. Donc ça va perdre un peu de son sens. Faites attention à cette notion-là. Grosse divergence entre la fiscalité française et américaine. Quand on donne du vivant aux États-Unis, c'est pas très optimal fiscalement parce qu'on n'appure pas la plus-value d'un point de vue américain. Si on a la double passeport, alors c'est assez simple, en fait, on va regarder et on paiera l'impôt, on ira plus en détail tout à l'heure, mais on paiera l'impôt d'abord dans l'endroit où le bien est situé. Donc, si je suis citoyen américain habitant en France, donc je vais être considéré comme étant résident domicilié fiscalement dans les deux pays, je vais d'abord payer un impôt aux États-Unis, puisque c'est là où j'ai le bien immobilier, et derrière, j'aurai un crédit d'impôt en France par rapport à l'impôt que j'ai payé aux États-Unis. Si j'en ai pas, parce que j'ai 13 990 000 $, je me retrouverai à payer l'impôt, bien évidemment, en France. Attention, je ne suis pas exonéré d'imposition. Parce que je suis citoyen américain vivant en France que je suis exonéré d'imposition sur mon patrimoine américain. Malheureusement, tout sera taxable en France. Comprenez bien cette chose-là. Si certains d'entre vous, et là aussi c'est un message que je vais vous faire passer aujourd'hui, si certains d'entre vous, vous comptez rentrer en France, vous êtes citoyen américain, dès lors que vous redeviendrez résident fiscal français, c'est l'intégralité de votre patrimoine de transmission, y compris le patrimoine américain, qui sera redevable de l'impôt sur les successions ou donations en France. Après un abattement de 100 000 €. Donc, je vais passer d'un abattement de 13 990 000 $ à un abattement de 100 000 € en France. Donc, là aussi, important de bien anticiper. Si je suis ni l'un ni l'autre, parce qu'on peut se retrouver dans une situation où, comme je l'évoquais tout à l'heure, je peux être résident fiscal américain, mais non domicilié fiscalement aux États-Unis, donc je n'ai pas le droit d'abattement. Je suis non domicilié, non résident fiscal français. Là, en fait, en gros, on va regarder les lois internes de chaque pays. Donc là, malheureusement, comme je l'évoquais tout à l'heure, je ne vais pas pouvoir me protéger derrière la convention fiscale, puisque je suis non domicilié dans aucun des deux pays. Donc, si j'ai un fils qui habite en France et que moi, je suis non domicilié fiscalement aux États-Unis, il va devoir se retrouver à payer un impôt sur tout ce que je vais lui transmettre en France parce que c'est là le droit interne qui s'appliquera. Parce que la convention fiscale ne pourra pas entrer en jeu parce qu'elle ne rentre en jeu que si je suis, bien évidemment, résident d'un des deux pays. Là, je suis résident d'aucun des pays. Donc, attention à cela. Maintenant, je suis dans une situation où j'ai un bien en France. Donc, je souhaiterais donner un bien immobilier à mon enfant en France. Existe une limite. Alors, comme je l'évoquais tout à l'heure, peu importe le statut que j'ai en France, je paierai toujours, que je sois non résident ou résident français, que j'ai des enfants ou pas en France, bénéficiaires,
je serai toujours redevable de payer un impôt sur les successions et donations en France, sur les biens immobiliers situés sur le territoire français. Donc, pensez toujours, si vous avez des biens immobiliers que vous comptez garder en France, et on va en parler après, pensez toujours à effectuer des donations du vivant, c'est plus optimal, et notamment utiliser l'outil de démembrement dont on va parler après, sachant que j'ai le droit de donner tous les 15 ans à hauteur de 100 000 euros par bénéficiaire direct. Là, on parle de lien direct en fiscalité française, c'est complètement différent de la fiscalité américaine. Donc, je peux donner 100 000 euros tous les 15 ans par enfant, 31 865 euros par an petits-enfants, et au conjoint, 80 724 euros tous les 15 ans. Par contre, j'ai un bien immobilier, n'oubliez pas qu'on a l'obligation de passer devant un notaire. Et c'est là l'intérêt qu'on va avoir, on va en parler après, d'utiliser le démembrement dans ce cadre-là. Donc justement, j'ai ce bien immobilier en France, je suis domicilié fiscalement aux États-Unis, comme je vais évoquer, fiscalité française, quoi qu'il arrive, parce que le bien est situé sur le territoire français. En revanche, comme j'ai évoqué tout à l'heure, dans la mesure où je suis domicilié fiscalement aux États-Unis, je suis redevable de payer un impôt sur les donations et successions sur mon patrimoine mondial aux États-Unis. Donc, j'ai payé d'abord mon impôt en France. Maintenant, aux États-Unis, il va falloir que je déclare cette donation du bien immobilier français sur le Gift Tax Return, c'est le formulaire de donation aux États-Unis, qui est le formulaire 709, là pareil, que je dois faire pour le 15 avril ou 15 octobre ou plus tard. Et je vais utiliser mon abattement des 13 990 000 $ à part donataire. Encore une fois, pour un couple, on est quasiment, on va dire, même à 30 millions à partir de dans 2 mois et demi. Et donc, ça ce sera assez intéressant. Et une fois que l'abattement sera utilisé, de mon vivant à mon décès, sur le reliquat, je serai redevable de payer l'impôt sur les successions et donations qui atteint, dès lors qu'on dépasse 1 million de dollars taxables, 40% aux États-Unis. Mais toujours, comme je l'ai dit, attention, je donne du vivant un bien immobilier en France. Là, je me retrouve dans une vraie différentielle de valorisation entre la France et les États-Unis, parce qu'en France, je vais apurer ma plus-value, j'ai donné mon vivant, mais aux États-Unis, je n'ai pas apuré ma plus-value. Donc là aussi, ça arrive souvent que certaines personnes ont hérité du vivant d'un bien immobilier en France, qui le revendent, et ils se disent, bah, c'est bon, j'ai presque quasiment pas payé d'impôt en France, ou parce qu'il n'a pas pris beaucoup de valeur depuis la donation de mes parents. Sauf que, si je le déclare, comme je dois déclarer aux États-Unis cette plus-value, je vais devoir retracer l'historique complet parce que j'ai pas le step-up, j'ai pas apuré ma plus-value et je peux me retrouver à payer une plus-value assez importante aux États-Unis parce que c'est toute la plus-value historique qui sera taxable du côté américain. Donc attention, j'ai bien important de comprendre cette règle-là. Et par contre, si je suis pas domicilié fiscalement aux États-Unis, là, dans ce cadre-là, je serai considéré, j'aurai pas le 709 à faire, on aura le 35-20, on en reparlera après. Est-ce qu'un démembrement peut être intéressant d'un point de vue américain et français? D'un point de vue français, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, on a évoqué. D'un point de vue américain, ça peut l'être. Pourquoi? Parce que on a eu des cas de jurisprudence qui disent la chose suivante, c'est qu'un bien, immobilier donné, enfin un bien immobilier donné en démembrement, donc je donne à une propriété de mon vivant, puisque vous pourriez me dire, ouais, mais une propriété, vous venez me dire que c'était pas bon du tout, parce qu'en fait, je vais pas avoir la notion d'apurer la plus-value. Sauf que, en droit américain, le life estate n'est pas reconnu comme une donation, entre guillemets, future. On a un droit, mais le droit n'est pas complet. Donc, à ce titre-là, on a l'obligation de réintégrer au moment du décès l'intégralité de la valeur de ce bien immobilier aux États-Unis. Et le fait de réintégrer l'intégralité de sa valeur, ça me permet de faire quoi? Ça me permet de dire que c'est une succession et donc de bénéficier du step-up. Donc, j'ai acheté un bien immobilier de 500 000, j'ai donné à nue propriété de mon vivant. Au décès, à mon décès, ce bien immobilier en vaut 1 million. Je vais devoir déclarer 1 million de dollars sur ma déclaration de succession américaine, mais si je suis loin des 13 990 000 $, c'est pas grave. Mais la contrepartie, c'est que si mon fils le revend le lendemain, 1 million de dollars, pas d'impôt sur les plus-values du côté américain. Donc, on aura une optimisation dans la loi fiscale américaine. La loi fiscalité française, ce sera toujours la même. Là, je paierai la plus-value, l'augmentation de la plus-value, la valeur de la plus-value depuis j'en ai hérité par donation de mon vivant. Et là, on va avoir l'optimisation à la fois française avec le démembrement et à la fois américaine, parce que finalement, le fait de devoir réintégrer cet actif à mon décès va me permettre de bénéficier du step-up parce qu'on va considérer que la succession a lieu à ce moment-là quand la pleine propriété sera réunie. Et quand en fait, on a de la marge de manœuvre, comme j'ai évoqué tout à l'heure, quasiment 30 millions de dollars pour un couple, c'est intéressant d'utiliser le démembrement. Si parfois on est au-delà, il faut être prudent parce que, comme j'ai évoqué, là, on ne fait pas de stratégie du côté américain parce que la succession, cette nue propriété devra être déclarée en totalité au moment du décès.
Mais si on est en dessous des abattements, il faut utiliser cet outil. Regardez à l'écran. Hein. Demain, je donne un bien immobilier, je suis entre 50 et 60 ans, 40, 50 ans, un immobilier qui vaut 1 million d'euros. Si je le donne à une propriété à mes enfants, c'est comme si je faisais une donation de 400 000 euros à mes enfants. Et les 600 000 euros, mes enfants ne paieront jamais de droit dessus. C'est-à-dire que le jour où je ne suis plus là, en droit français, mes enfants hériteront automatiquement de l'intégrité de la valeur du bien. Et j'aurais transmis quelque chose qui vaut 1 million pour 400 000 euros. Et en revanche, du côté américain, comme j'évoquais tout à l'heure, ce million, hein, s'il est devenu peut-être 2 millions au moment de mon décès, ben je vais le déclarer dans ma déclaration de succession américaine. Mais l'avantage derrière, c'est que j'aurai le step-up. Hein. Donc, bien comprendre cette partie-là. On peut aussi faire des donations entre époux, hein, comme j'évoquais tout à l'heure, mais attention, contrairement à la fiscalité américaine ou aux États-Unis, le conjoint, dès lors qu'il a le passeport américain, je peux lui donner de mon vivant ou à mon décès autant que je veux de patrimoine. En fiscalité française, si vous donnez de votre vivant à votre conjoint, il y a un abattement de 80 724 euros tous les 15 ans, mais le reste, on est taxable. Hein, c'est au décès, en France, qu'on n'a pas de fiscalité entre conjoints, mais pas du vivant. Là aussi, souvent, on fait un peu la confusion. Donc là aussi, une propriété peut être intéressante parfois quand on veut rééquilibrer. Et bien évidemment, comme j'évoquais tout à l'heure, hein, quoi que l'on fasse, si on est domicilié fiscalement aux États-Unis, la donation que l'on va faire en France à son conjoint, il va falloir la déclarer aux États-Unis dès lors qu'on est domicilié fiscalement aux États-Unis. Et aux États-Unis, si le conjoint n'est pas américain, on peut lui donner, là c'est chaque année, 190 000 dollars. Et au-delà, on va devoir utiliser l'abattement des 13 990 000 dollars qui correspond à tout son patrimoine personnel. Sinon, si mon conjoint a un passeport américain, pas de limite, je peux lui donner, entre guillemets, ce que je veux. Maintenant, à l'inverse, je souhaite effectuer une donation d'une maison située aux États-Unis à mon conjoint, à ma femme. Comment cela se passe? Et donc là, attention pareil, n'oubliez pas tout ce que je vous ai dit. Donation, oula, pas de step-up, j'appure pas la plus-value, donc ça peut être une problématique fiscalement parlant, à moins d'utiliser potentiellement le démembrement à une propriété. Mais si je donne à pleine propriété, je peux avoir une conséquence fiscale assez importante. Donc, si je suis foyer domicilié fiscalement aux États-Unis, je l'évoquais tout à l'heure, et que mon conjoint est US, pas limite. S'il n'est pas américain, mon conjoint, je peux lui donner jusqu'à 190 000 dollars par an. Au-delà, je vais utiliser abattement les 13 990 000 dollars. Donc, je vais faire une déclaration de gift tax return, hein, c'est la forme 709. Si en revanche, je ne suis pas domicilié fiscalement aux États-Unis, je vais faire une déclaration de non-résident. Et là, j'aurai juste un abattement de 190 000 dollars. Et si je fais plus que 190 000 dollars, là, je n'aurai pas d'abattement de 13 990 puisque je ne suis pas domicilié fiscalement aux États-Unis. Et donc, je serai taxable au-delà dans ce cadre-là. Maintenant, j'ai moi-même des parents qui vivent en France et qui veulent effectuer une donation d'argent en tant que résident fiscal américain. Comment cela se passe-t-il? Donc, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, hein, mes parents ne sont pas américains, ne sont pas français. Donc, dans ce cadre-là, il va falloir regarder quelle est la fiscalité applicable. Comme on l'a évoqué tout à l'heure, dans le cadre de la convention fiscale sur les successions et donations, tout se passe dans le pays, à l'exception des biens immobiliers situés dans d'autres pays, tout se passe dans le pays de résidence de la personne qui donne qui décède. Mes parents sont en France, ça veut dire que c'est une fiscalité française. C'est-à-dire que moi, je vais hériter de mes parents, et dès lors qu'il n'y a pas de biens immobiliers situés aux États-Unis, la seule obligation fiscale que je vais avoir aux États-Unis, c'est de déclarer le formulaire 3520 si la donation de succession des parents dépasse 100 000 dollars. Il va falloir que j'effectue ce formulaire-là chaque année. Si j'ai chaque année une donation, hein, c'est 100 000 dollars par année. Et attention, si on ne le fait pas, c'est 25% du montant qu'on a omis, la pénalité. Donc, surtout, n'oubliez pas ce formulaire-là. Mais c'est une obligation de déclaration. Il n'y a pas d'impôt à payer. L'impôt sera payé dans le pays de résidence de la personne qui donne. Maintenant, succession. La succession, c'est le décès. Donc là, à l'inverse, que je viens d'évoquer, mes parents me donnent de l'argent, tout se passe en France. Aux États-Unis, je fais une 35-20. Dans le cas d'une succession, pareil. On se réfère à la convention fiscale franco-américaine. Tout se passe en France, à l'exception des biens immobiliers situés sur le territoire américain. Donc, dans ce cadre-là, si demain, j'hérite d'un bien immobilier situé sur le territoire américain, là, je vais apurer ma plus-value, hein, parce que là, on a la même fiscalité entre la France et les États-Unis. Je vais complètement effacer toutes les plus-values, hein, parce que c'est dans le cadre du décès. Donc, mes parents sont résidents, s'ils sont résidents fiscaux français, convention fiscale, c'est en France que mes parents vont payer l'impôt avec l'abattement des 100 000 euros, hein, tous les 15 ans. Moi, aux États-Unis, je vais déclarer le formulaire 3520 qu'il faudra effectuer. Maintenant, imaginons que mes parents, qui ne sont ni citoyens américains, ni green card, qui sont uniquement résidents fiscaux français, mes parents ont un bien immobilier situé sur le territoire américain.
Là, on va avoir un avantage fiscal. On va en avoir deux. Le premier, je vais pouvoir réévaluer la valeur de mon bien, hein, parce que si je vais avoir le fameux step-up, mes parents me font don d'un bien qui vaut 1 million, qu'ils ont acheté 500 000, j'en hérite pour 1 million, mais comme c'est à leur décès, s'ils le revendent le lendemain, j'aurai pas de plus-value à payer, parce que j'ai eu le step-up, hein, j'appure la plus-value. Deuxième avantage fiscal, dans le cadre de la convention fiscale, on a un réel avantage qui dit la chose suivante. Une personne qui est résidente fiscale française, qui détient un bien immobilier en France, va pouvoir, au lieu d'avoir un abattement de 60 000 $, parce qu'aux États-Unis, quand on est non domicilié fiscalement aux États-Unis, qu'on a un bien immobilier et qu'on décède, on a un abattement de 60 000 $, mais on paye un impôt, en gros, plein pot sur le reliquat. Donc, j'ai un bien immobilier qui vaut 1 million de dollars, je vais être taxé sur 940 000. Dans le cadre de la convention entre la France et les États-Unis, on va dire la chose suivante. On va regarder quel est le patrimoine qui est situé aux États-Unis versus le patrimoine partout dans le monde. Imaginons que mon bien immobilier, toujours pareil, il vaut 1 million de dollars aux États-Unis. Tout le patrimoine mondial vaut 10 millions de dollars. Ça veut dire que le poids de mon patrimoine américain par rapport au patrimoine mondial représente 10%. Et en fait, on va regarder quel est l'abattement américain auquel a le droit un Américain classique. Donc, admettons, ça se passe en 2026, 15 millions de dollars. Et ben en fait, je vais prendre 10% de 15 millions de dollars parce que c'est le poids de mon patrimoine américain sur le patrimoine mondial. Ça fera 1 500 000 $, qui sera l'abattement auquel j'aurai le droit en tant que non-résident, non domicilié fiscalement américain. Donc, au lieu d'avoir un abattement de 60 000 aux États-Unis, j'aurai un abattement d'1 500 000 en tant que non domicilié fiscalement américain. Et dans mon cas présent, je ne serai pas taxable parce que le bien faisait 1 million et derrière, j'ai un abattement d'1 500 000 $. En revanche, n'oubliez pas, je vais devoir déclarer toujours ce bien immobilier en France. Donc, je vais me faire rattraper par la fiscalité française parce que je suis résident fiscal français. Je dois déclarer l'intégralité de mon patrimoine successoral du côté français. Donc, bien comprendre ce genre. Donc maintenant, si les parents qui décèdent, ils sont en revanche résidents fiscaux américains et non résidents fiscaux français, là c'est l'inverse, comme on l'a dit tout à l'heure. Tout se passe en pays de résidence de la personne qui décède aux États-Unis. Le seul cas où j'ai une fiscalité française, c'est sur les biens immobiliers qui vont se situer sur le territoire français. Donc là, dans ce cadre-là, si je n'ai pas utilisé d'abattement, j'aurai le droit à un abattement de 100 000 € par héritier, en ligne directe, bien évidemment. Et aux États-Unis, à mesure où je suis domicilié fiscalement aux États-Unis, il faudra bien évidemment que je déclare mon patrimoine mondial dans le formulaire de succession 706, y compris le patrimoine français. Et si par hasard je suis au-dessus des abattements, 13 990 000 € en ce moment, 15 millions l'année prochaine, je pourrais déduire l'impôt si j'ai payé un impôt en France de mon impôt sur les successions américaines. En règle générale, on a de la marge de manœuvre. Maintenant, les parents sont toujours, comme je l'ai évoqué, résidents fiscaux américains et pas résidents fiscaux français. Donc, si le conjoint survivant est américain, j'ai évoqué tout à l'heure, là, on a aucune fiscalité. On a ce qu'on appelle la déduction maritale illimitée. Si le conjoint n'est pas américain, dans le cadre de la convention fiscale franco-américaine, là, j'aurai le droit à un abattement supplémentaire, en plus de l'abattement des 13 990 000 $, sur tout ce que je vais laisser à mon conjoint survivant, je vais pouvoir rajouter 13 990 000 $ grâce à la convention fiscale franco-américaine pour justement compenser le fait que je ne sois pas américain dans le cas de cette convention-là. Donc, bien comprendre. Et n'oubliez pas la notion de step-up. Je peux réévaluer mon immobilier parce que j'en hérite au moment du décès. Si l'un des conjoints, les conjoints ont un patrimoine déséquilibré, c'est-à-dire que ma conjointe a plus d'argent que moi et moi j'en ai moins qu'elle, imaginons que je décède et que mon abattement de 13 990 000 € n'a pas utilisé, je peux faire une élection pour faire la portabilité, c'est-à-dire que l'abattement que j'ai pas utilisé, imaginons que j'ai 10 millions de dollars de patrimoine, donc il y a 3 990 000 $ d'abattement que j'ai pas utilisé, je vais pouvoir le transmettre à mon conjoint survivant qui, lui, aura bénéficié de 13 990 000 maintenant, plus 3 990 000 $. C'est ce qu'on appelle la portabilité. Je l'évoquais tout à l'heure, si les parents maintenant nous sommes non résidents fiscaux, à la fois français et américains, c'est la loi fiscale interne de chaque pays qui va s'appliquer, comme si la convention fiscale franco-américaine n'existait pas. Bien important de comprendre cela. Maintenant, sur les résidents fiscaux des deux pays, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, c'est un peu une particularité un peu complexe, enfin pas complexe, mais je suis résident fiscal français, je suis résident fiscal domicilié fiscalement aux États-Unis, de par mon passeport américain. Donc là, en fait, c'est le pays de source qui va être important. Donc, tous les biens immobiliers seront taxables aux États-Unis, quoi qu'il arrive.
Après, ils seront taxables en France également, parce que je suis taxé sur mon patrimoine mondial, mais je pourrais déduire mon impôt américain si on a un. Si par contre, j'en ai pas parce que j'avais l'abattement aux États-Unis, malheureusement, je me fais rattraper par la fiscalité française. Et inversement également, si l'immobilier français est taxable d'abord en France, et je peux déduire sous forme de crédit d'impôt aux États-Unis si je suis au-dessus des abattements de 13 990 000 €. Donc, il n'y aura pas de double imposition à proprement parler grâce à la convention fiscale. Par contre, n'oubliez pas, c'est que souvent, aux États-Unis, on n'a pas d'impôt. On n'a pas d'impôt grâce à l'abattement des 13 990 000 $. Et malheureusement, du coup, on se fait rattraper. Si on habite en France, citoyen américain, on se fait rattraper par la fiscalité française. N'oubliez pas, je tiens encore une fois à bien préciser, si vous êtes citoyen américain, vous rentrez vivre en France, vous tombez sous la fiscalité successorale complète en France sur tout votre patrimoine mondial, y compris le patrimoine américain. Donc là, c'est quelque chose qu'il faut bien anticiper avant de partir, au moins 2 ou 3 ans, ça c'est très important. Une petite chose qu'il faut comprendre aussi, qu'on oublie souvent, c'est quand on a des plans de retraite. Et ça, on se fait souvent piéger, malheureusement. N'oubliez pas que quand on a un plan de retraite, on n'a pas ce fameux step-up, justement, qui existe. C'est-à-dire que vous savez qu'aujourd'hui, quand on a un plan de retraite, notamment les pré-taxes, j'ai une déduction fiscale, dans le cas de mon plan de retraite, par exemple mon 401k. À partir du moment où je vais à la retraite, et que je retire de l'argent, je suis taxé des premiers dollars. Si je ne suis plus là, ma conjointe peut hériter de mon plan de retraite. En revanche, si ma conjointe n'est plus là, où on part tous les deux, sur ce qui reste du plan de retraite, mes enfants en héritent. Sauf que mes enfants vont hériter également de la fiscalité des retraites aux États-Unis. Et faites bien attention, si certains d'entre vous avez un 401k, imaginez que vous laissez $1 million de 401k à vos enfants. Vos enfants auront 10 ans pour liquider ce 401k ou ce IRA. Et 2, ils vont devoir payer un impôt des premiers dollars si c'est du pré-taxe. Si c'est du Roth, ça va, mais si c'est du pré-taxe, ils vont devoir payer un impôt des premiers dollars. Donc déjà, j'ai une fiscalité américaine. Et là, attention, parce qu'on se fait souvent coincer. Et là où ça devient difficile, imaginez vous rentrer vivre en France, je vais l'évoquer tout à l'heure, je suis résident fiscal français, même citoyen américain, vivant en France, redevable de payer un impôt sur mon patrimoine mondial, j'ai des 401k pré-taxe. Donc, qu'est-ce que va me dire le fisc français? Il faut payer un impôt sur les successions sur ces 401k pré-taxe. Qu'est-ce qui va se passer? Mes enfants, pour payer l'impôt sur ce 401k pré-taxe, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont liquider ce 401k. Mais s'ils liquident ce 401k, qu'est-ce que va dire le fisc américain? Il faut payer un impôt sur le revenu sur ce 401k pré-taxe. Donc, à la fin, on peut se retrouver à n'avoir plus rien et tout part en fumée. Donc, là aussi, anticiper, trouver une bonne stratégie pour vos plans de retraite. J'aime beaucoup les plans de retraite du vivant pré-taxe, mais ce n'est pas un bon optique sur le long terme, surtout quand on en a accumulé beaucoup. Il faut réfléchir à trouver plusieurs stratégies, et on va en parler après, et Adrien en parlera aussi après tout à l'heure, pour pouvoir justement mitiger cette fiscalité. Autre chose, quand on parle de fiscalité successorale, c'est la notion d'expatrié. Certains d'entre vous, vous allez me dire, moi, tout ça, c'est trop compliqué. Je veux rendre mon passeport américain, je rentre vivre en France, je ne veux plus en entendre parler des États-Unis, je ne veux plus faire déclaration fiscale, de système, je ne veux plus m'embêter. Il y a une notion qui existe aux États-Unis, c'est, vous savez, la notion d'expatriate. Donc, un expatriate, c'est une personne qui a une carte verte ou qui est citoyen américain, qui rend sa carte verte et qu'il a plus de 8 ans de carte verte. Attention, une année écoulée est une année entamée, une année rendue est une année entamée. Donc, j'ai ma carte verte en novembre, ça compte une année pleine. Je la rends en janvier, ça compte une année pleine. Donc, effectivement, c'est plutôt 6 ans. Ou alors le passeport américain. Donc là, c'est dès l'instant T, bien évidemment. Si je rends ce passeport américain, cette carte verte, je suis expatrié. Si je rends ma carte verte, j'ai moins de 8 ans, aucune conséquence fiscale, pas de problème, on s'arrête là. Si en revanche, je suis expatriate, c'est quoi cette notion de corps d'expatriate qu'on entend souvent? Et cette notion de corps d'expatriate, c'est le fisc américain va vous dire, pas de problème, vous rendez votre carte verte, votre passeport, pas de souci, mais on veut savoir si vous êtes un corps d'expatriate ou pas. Un corps d'expatriate, c'est une personne qui remplit un des 3 critères suivants. Premier critère, au moment où on rend son passeport ou sa carte verte, l'impôt moyen qu'on payait au cours des 5 dernières années précédant l'année où on rend sa carte verte était supérieur à 206 000 $ par an. Je parle d'impôt, je ne parle pas de revenus. Donc, ce critère est plus difficile à atteindre, mais bon, il peut être atteint. Ou alors, ce critère n'est pas rempli, c'est le deuxième critère, c'est l'actif net mondial. S'il est supérieur à 2 millions de dollars ou pas, je suis corps d'expatriate. Mais attention, mon actif net, on va prendre tout ce qu'on a. Immobilier en France, immobilier aux États-Unis, actions en France, actions aux États-Unis, plan de retraite en France, aux États-Unis. Alors souvent, on dit, j'y suis loin parce que déjà, c'est 2 millions de dollars pour un couple, ça fait 4 millions. Sauf que si vous avez travaillé toute votre vie aux États-Unis et que vous avez cumulé un 401k, surtout compte tenu des performances boursières en ce moment, on peut se retrouver à avoir ce 2 millions de dollars si demain, vous souhaitez rendre votre carte verte au moment où vous prenez votre retraite, vous souhaitez rendre votre passeport, votre carte verte et rentrer vivre en France. Donc là, si vous allez avoir une notion de corps d'expatriate,
ça va être quelque chose qui peut être assez conséquent. Alors, il y a des exceptions, je ne vais pas en parler maintenant, mais dans le cadre de ce qu'on appelle d'Américains accidentels. Mais qu'est-ce que ça veut dire si on est donc convert expatriate? Alors, la troisième conséquence fiscale, elle n'y était pas évoquée, mais elle est importante pour moi. Hein, quand je l'évoquais tout à l'heure, c'est soit j'ai un impôt moyen supérieur à 205 000 $ au cours des 5 dernières années, soit mon patrimoine mondial est supérieur à 2 millions de dollars, donc pour un coût de 4 millions de dollars. Mais le troisième critère, c'est si je ne suis pas à jour de mes obligations fiscales au moment où je rends mon passeport, ma carte verte. Et ne pas être à jour, c'est par exemple avoir fait un oubli, avoir déposé une déclaration manquante. J'ai effectué mes déclarations fiscales chaque année, mais j'ai une assurance vie en France, je n'ai jamais déclaré. Et bien là, dans ce cadre-là, je vais être considéré automatiquement comme convert expatriate, quand bien même je suis en dessous des plafonds, parce que ma déclaration est inexacte. Donc, dans ce cas-là, il vaut mieux rectifier sa déclaration, bien évidemment, avant de rendre son passeport, sa carte verte. Donc, ça veut dire quoi d'être convert expatriate? Ça veut dire qu'on va vous dire conséquences fiscales, il y en a plusieurs. Un, c'est comme si je liquidais l'intégralité de mon patrimoine. Donc, je vais être taxé sur toutes les plus-values latentes, toutes mes actions, tout mon immobilier. C'est comme si je le liquidais. Entre guillemets, on va faire, c'est comme si c'était en cas d'une succession. Donc, je vais figer ma valeur et on va calculer toutes mes plus-values. Et si c'est au-delà de 890 000 $, je vais payer un impôt comme une plus-value classique aux États-Unis, capital gain. Donc, je vais les rajouter à ma dernière déclaration fiscale américaine. Et la deuxième conséquence également, c'est tous mes revenus différés, donc tous mes produits de retraite accumulés, feront l'objet d'une taxation au taux normal, quand bien même je ne suis pas en âge légal de les prendre. Attention, j'insiste bien. On a des exceptions en cas d'informal, mais si j'ai un IRA, et même dans certains cas des retraites françaises pour lesquelles j'ai contribué en étant aux États-Unis, j'aurai une taxation sur l'intégrité de ces plans de retraite. Et il y a un formulaire qui existe en général, qui est le formulaire 8854 qu'on effectue quand on rend son passeport. Mais pour moi, la vraie conséquence fiscale est la suivante, et parce que c'est l'objectif d'aujourd'hui. Imaginons, vous me dites, je rends mon passeport américain, pas de problème, je paye mon exit tax, ma expatriation, pas de problème, je la paye. Mais imaginez, vous êtes donc américain, vous habitez toute votre vie aux États-Unis avec votre épouse, votre conjoint, et vos enfants, eux, sont nés aux États-Unis, vous ont habité une grande partie de leur vie aux États-Unis, sont américains aux cartes vertes, et vous disent, bah, c'est bien beau, vous rentrez vivre en France, mais moi, ma vie aux États-Unis, je reste aux États-Unis. Et ben, vous allez punir votre enfant sur toutes les successions futures que vous allez lui donner. Parce qu'il y a une règle fiscale qui existe qui dit la chose suivante. Un résident fiscal américain, donc vos enfants qui restent vivre aux États-Unis, qui touche une donation, une succession d'un convert expatriate, donc vous avez rendu votre passeport américain, votre carte verte, vous êtes rentré vivre en France, vous avez payé votre exit tax, il aura l'obligation de payer un impôt sur les donations et successions qu'il va percevoir de ses parents, de ce convert expatriate, sans abattement. Donc aujourd'hui, j'ai un enfant, je peux lui donner de mon vivant 13 990 000 $, je rends ma carte verte ou mon passeport, cette année, je lui fais une donation d'1 million de dollars, j'ai 12 990 000 $, parce que j'ai pas d'impôt à payer, puisque j'ai 13 990 000 $. Je rends mon passeport américain, l'année prochaine, je lui refais une donation d'1 million de dollars. Mon fils va se retrouver à payer 40% d'impôt, 400 000 $ dessus. Pourquoi? Parce qu'il va toucher une donation d'un convert expatriate. Et c'est ça, pour moi, la vraie conséquence fiscale, c'est que vous allez avoir, dans ce cadre-là, un impôt à payer et qui va être très conséquent parce que vous n'aurez pas d'abattements qui seront assujettis dans ce cadre-là. Donc, j'aurai 400 000 €, 400 000 $ d'impôt. Enfin, quand je dis mon fils aura 400 000 $ d'impôt à payer et la charge de l'impôt, c'est très important de savoir ça, la charge de l'impôt est au bénéficiaire. En général, dans le cas des successions et donations aux États-Unis, contrairement à la France d'ailleurs, l'impôt est payé par le défunt ou le donateur. Dans le cadre d'une personne qui hérite par donation succession d'un convert expatriate, c'est lui qui a la charge de l'impôt. Donc en fait, on ne pourrait pas dire, bah, c'est pas grave, le fisc. Non, non, la charge de la déclaration de l'impôt sera pour vos enfants. Donc bien comprendre cela que si demain, je rends mon passeport américain et vous avez des enfants qui ont toujours un passeport américain ou qui sont carte verte, ils seront taxés aux États-Unis et à la tranche marginale en vigueur qui sera tout de suite de 40%. Donc, bien comprendre cela. Hein. Donc, si on fait un récapitulatif un petit peu des abattements, du côté français, je l'ai évoqué, on parle grosse divergence avec les États-Unis. Il faut regarder le lien de parenté, le degré direct ou indirect. En ligne directe, par enfant, 100 000 €. Par exemple, neveu-nièce, 7 967 € et tous les 15 ans. Dans ce cadre-là. À préciser, dans le cas d'une assurance vie, on a un abattement de 159 325 € qui n'est pas négligeable par bénéficiaire d'assurance vie. Donc ça peut être intéressant. Adrien en parlera tout à l'heure. Du côté américain, je peux donner soit de mon vivant, soit à mon décès, une enveloppe globale de 13 990 000 $. Si je suis non résident en cas de la convention fiscale, j'aurai un abattement supplémentaire qui, là, lui aussi, sera de 13 990 000 $ et non pas 13 610 000 $, qui était l'abattement de 2023.
Si je donne à mon conjoint américain, soit de mon vivant, soit à mon décès, dès lors qu'il est américain, je donne tout ce que je veux, illimité. Et si c'est un conjoint non américain, j'aurai le droit, dans le cadre de la convention fiscale entre la France et les États-Unis, un abattement de 13 990 000 $, qui est quand même très intéressant dans ce cadre-là. Les abattements, donc à gauche, vous avez les abattements. N'oubliez pas, l'impôt en France, c'est par bénéficiaire. Donc, c'est les tranches se divisent à chaque fois. Si j'ai 4 enfants, je ferai diviser par 4 à chaque fois. Donc, je bénéficierai un petit peu des avantages au niveau des tranches quand même. Mais vous voyez qu'on atteint rapidement quand même 40% et que finalement, il n'y a pas une grosse divergence avec la droite, les tranches d'imposition entre la France et les États-Unis, puisqu'aux États-Unis, dès lors qu'on a plus d'1 million, on a 40%. Donc, on est un peu comme en France. La vraie divergence, c'est que en France, j'ai 100 000 € d'abattement et encore, si je suis en ligne directe, aux États-Unis, avant l'application de ces taux, j'ai 13 990 000 $ d'abattement. C'est la vraie différence dans ce cadre. Donc, pour conclure, qu'est-ce qu'il faut que je retienne? N'oubliez pas, comme je vous ai dit, premier critère, convention fiscale qui va prédominer votre domicile fiscal. Ne pensez pas que c'est la loi interne, c'est la loi des conventions fiscales qui vont s'appliquer. Donc, si vous êtes domicilié fiscalement aux États-Unis, vous avez un enfant qui est en France, si vous faites des dons de sommes d'argent, il aura une obligation de déclaration en France, mais pas d'impôt, puisque c'est dans l'impôt de résidence de la personne qui donne qu'il faudra déclarer, et enfin être taxable entre guillemets, sauf que aux États-Unis, j'ai 13 990 000 $ d'abattement. Le seul cas de figure où, et ça n'a rien à voir à ce que j'ai un enfant ou pas qui habite en France, si je conserve de l'immobilier dans un des deux pays, j'aurai toujours une fiscalité dans ce pays-là. N'oublie pas également une notion de step-up. Donation, attention aux États-Unis, je ne réévalue pas la valeur de mes actifs, je n'appure pas ma plus-value, alors qu'en France, je le fais. Par contre, la succession, je l'appure. Donc, un bon mix qui peut avoir un avantage des deux côtés, c'est le démembrement. Donc, démembrement, donner la nue propriété de biens immobiliers qu'on a en France, d'utiliser même des SCI, parce que vous pouvez me dire, ouais, mais si je donne la nue propriété à mes enfants, que je la revends demain, qu'est-ce qui va se passer? Et je vais devoir donner l'argent à mes enfants. Ça dépend. Si vous le mettez dans une SCI, vous allez donner la nue propriété des titres, la SCI familiale à vos enfants. Et si le bien immobilier est vendu, c'est la SCI qui va le vendre, qui va toucher l'argent. Et vous êtes gérant de la SCI, tous les deux, avec votre conjoint ou tout seul. Et donc, dans ce cadre-là, l'argent peut rester dans la SCI et être réinvesti dans un autre projet sans devoir verser l'argent à vos enfants. Donc, bien anticiper cela parce que ça peut être intéressant, notamment, même certains d'entre vous comptez un jour rentrer vivre en France. Ça peut être très intéressant d'acheter toujours des nouveaux biens immobiliers en France en utilisant des démembrements et en faisant dès le premier jour avec vos enfants, quitte à faire des donations en somme d'argent à vos enfants aux États-Unis, donc abattement de 13 990 000 $, et vos enfants, avec cet argent, ils vont acheter la nue propriété de biens immobiliers avec vous ou dans les titres de SCI familiale. Et là, on va anticiper et beaucoup la partie donation successorale avant de rentrer en France. Ou même, si vous ne rentrez pas en France et que vous souhaitez faire l'acquisition d'un bien immobilier en France en tant que non-résident, utilisez le démembrement, mais également les donations en cash à vos enfants et que vos enfants puissent acheter avec vous dès le premier jour. Ne le faites pas a posteriori parce que souvent on se dit j'achète et après je verrai. Sauf que si vous achetez, après, à partir du moment où vous achetez, l'immobilier est taxable sur les donations et successions en France. Et donc, si vous faites une donation après à vos enfants, on rentre dans l'aspect successoral français avec les 100 000 € d'abattement. Et évitez les trusts. Les trusts, sachez qu'ils ne sont pas reconnus en fiscalité successorale. Ils le sont pour l'impôt sur le revenu, mais pas pour la fiscalité successorale. Donc, si vous avez tout transmettre des trusts, certains disent je transmets tout à mes trusts et je rentre. En cas de décès, c'est comme si vous avez toujours ce patrimoine-là. Donc, la fiscalité sera toujours taxable en France et elle pourrait même, si le trust est mal fait, être taxée à 60% dans le pire des cas. Donc, attention au niveau des liens de parenté directs. Attention, bien évidemment, au renoncement anticipé de rendre votre passeport, votre carte verte. N'oubliez pas les doubles démarches. Même aujourd'hui, si vous faites des donations de biens immobiliers en France ou des donations à vos enfants ou même de cash aux États-Unis, pensez toujours à enregistrer cette donation en France. Pourquoi? Parce que de plus en plus, la France a tendance à remettre en cause les donations passées dès lors qu'on rentre vivre en France. Donc, imaginons demain, vous rentrez vivre en France, vous avez fait il y a 2 ans, 3 ans, 1 million d'euros de donation. La France, s'il n'a pas été enregistré cette donation en droit français, quand bien même vous n'aviez pas l'obligation de le faire, parce que vous pouvez dire, aujourd'hui, j'habite aux États-Unis, je donne du cash à mes enfants d'1 million de $, mes enfants habitent en France, quelle est mon obligation en France? Il n'y en a pas. Sauf que la France pourra enregistrer cette donation quand vous allez rentrer vivre en France. Et donc là, on se fait frais taxer à ce moment-là sur ces donations. Donc, beaucoup de gens, vous verrez la plupart de la position des notaires et des avocats en France, c'est d'enregistrer, à chaque fois qu'on fait une donation, l'enregistrer en France, parce que si un jour vous rentrez, vous pourrez montrer que cette donation avait été actée en France, quand bien même elle n'était pas obligatoire, cette enregistrement, elle aurait été actée. Pensez à utiliser l'outil comme les family partnerships qui peuvent être intéressants. Et enfin,
ce sera une très bonne transition pour Adrien. Pensez à utiliser l'outil d'assurance vie également aux États-Unis. L'assurance vie est très intéressante aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle va me permettre, j'essaie juste, Adrien, excusez-moi, j'essaie juste, Adrien, d'enlever le end screen shield. L'assurance vie américaine va me permettre, pendant que tu puisses télécharger, Adrien, l'assurance vie américaine va me permettre de m'optimiser, notamment les problématiques dans le cas que je vous évoquais par rapport au plan de retraite, peut-être de transister, de commencer à shifter votre patrimoine d'un plan de retraite vers une fiscalité d'assurance vie. Elle va me permettre peut-être d'utiliser également cette cash value, d'avoir un plan de retraite futur, d'avoir une assurance décès qui peut aussi couvrir éventuellement des problématiques successorales en France si je redeviens résident fiscal français, et de bénéficier également, dans certains cas, de la fiscalité avantageuse des assurances vie françaises. Donc, pensez à cet outil d'assurance vie dont Adrien va vous parler en parlant d'exemples de planification. Je te passe la main, Adrien. Parfait, merci Olivier. Alors en effet, on va se plonger on va continuer avec la famille Durand. Et aujourd'hui, donc, on voit cette famille qui a un patrimoine. On va mettre des chiffres maintenant, puis on va voir comment ils vont pouvoir optimiser leur patrimoine en utilisant les outils dont vient de parler Olivier. Donc la famille Durand, bon, patrimoine net de 3 millions de dollars qui est réparti de la façon suivante. On a 1 million en immobilier, 2 millions dans ce qu'on appelle les autres actifs, 2 enfants. Et pour l'exemple d'aujourd'hui, la famille Durand, elle a travaillé aux États-Unis, elle a fait sa carrière aux États-Unis, elle est citoyenne américaine, citoyenne française, mais elle est rentrée habiter en France. Alors, ils ont organisé leur patrimoine de façon ils l'ont bien organisé entre 2 types d'actifs, les actifs défensifs, qui sont le cash, le fonds d'opportunité, et les actifs de croissance, qui vont être le moteur de leur stratégie patrimoniale. Mais aujourd'hui, ils se posent la question, une fois rentrés en France, eh bien, quel sera l'impact fiscal lors d'une succession? Comment ça va se passer pour nous, notre famille, lors d'une succession en France? Alors, si demain, ils ne mettent rien en place, comme on l'a vu avec Olivier tout à l'heure, ils vont être soumis aux tranches d'imposition qu'a montré Olivier, et malheureusement, se retrouver avec une transmission nette de 2 170 000 €, donc un fort impact fiscal, malheureusement, parce que rien n'a été anticipé. Alors, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de voir comment anticiper et comment ils peuvent se positionner, quels outils utiliser, surtout lors de leur résidence fiscale américaine, pour venir optimiser cette succession. Alors, des outils français, comme l'a dit Olivier, des outils américains. Alors, premier outil français, on va rentrer dans le vif du sujet. Ils ont un patrimoine immobilier, je l'ai dit, de 1 million d'euros, qui est situé en France. Et aujourd'hui, ils ont décidé de donner la nue propriété de ce patrimoine à leurs enfants. Alors, on se souvient du slide d'Olivier, slide qui était sur donation, prêt enfant. Où Olivier va montrer le tableau de démembrement. Ils ont moins de 50 ans. La valeur de leur nue propriété est donc, on le voit ici, bien 40% de la valeur du bien, soit 400 000 €. Ils transmettent 1 million. Ils ont 2 enfants, 2 parents, ce qui permet d'avoir 400 000 € tax-free, 100 000 € par enfant, par parent. Ce bien immobilier, comme ils se sont pris tôt, ils ont bien anticipé leur succession, ce bien immobilier qui est en France a pu être passé de façon, entre guillemets, tax-free, puisqu'il n'y a pas de droit dû à ce niveau-là. Donc, première chose que la famille Durand a vraiment bien fait. Deuxième chose, une fois qu'ils ont fait ça, ils se sont posé la question, ok, mais sur le reste du patrimoine, parce qu'il reste quand même une part substantielle du patrimoine, comment m'organiser? Alors, garder des actifs financiers, compte titre, compte retraite. On parlait tout à l'heure des plans 401k. Alors, sur nos autres présentations, on explique aussi également comment optimiser ça pour l'utiliser au maximum lors de la retraite. Aujourd'hui, on va se focaliser sur l'aspect successoral. Et la famille Durand, ils se sont positionnés de façon optimale. Pourquoi? Parce qu'au sein de leurs actifs financiers, on le voyait tout à l'heure dans leurs actifs défensifs, ils ont une assurance vie américaine, une cash value life insurance américaine pour la partie défensive de leur patrimoine. Et on va voir que lors de leur succession en France, ça va être un game changer. Pourquoi? Eh bien, parce que cette cash value, comme l'expliquait Olivier tout à l'heure, elle a 2 composants. Cette assurance vie, elle a premier composant que l'on connaît à travers les assurances vie françaises,
il y a mon épargne disponible. Dans le cadre de la famille Durand, 600 000 $. Comme l'expliquait Olivier tout à l'heure, l'avantage, un des avantages d'une assurance vie américaine, et dans le cas de nos successions, un gros avantage, c'est qu'en plus de l'épargne disponible, j'ai une assurance décès. Une assurance décès qui est plus forte que l'épargne que j'ai au sein de mon contrat. Dans le cadre de notre exemple, j'ai un death benefit de 1 million d'euros, ce qui fait que mes 600 000 euros d'épargne, plus 400 000 euros d'assurance décès, j'arrive bien au million. Alors pourquoi est-ce que c'est très intéressant? Eh bien tout simplement parce que cette partie décès, ces 400 000 euros, qui sont la différence entre mon death benefit et mon épargne investie, elle passe tax-free à mes héritiers. Si je n'ai pas d'impôt à payer. C'est un bel avantage pour mes enfants. Et le reste, la seconde partie, Olivier en a parlé tout à l'heure, elle va être transmise hors succession et elle aura ses propres abattements. Le fameux 159 325 euros par enfant dont a parlé Olivier. On se rappelle ici, on a 2 enfants. J'ai 318 600 euros qui vont passer tax-free à mes enfants grâce à ce nouvel outil d'assurance vie. Et ici, au-delà, bien sûr, des 100 000 euros dont on a parlé tout à l'heure dans la succession. Donc, je multiplie les abattements auxquels j'ai le droit. Le reste sera taxable, on en parlait tout à l'heure, à un taux très avantageux de 20%. Donc ici, finalement, je transmets 1 million sur lequel mes enfants paieront quoi? Paieront 56 270 euros. Donc un outil extrêmement efficace en termes d'imposition. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quelque chose d'important ici, c'est que la famille Durand, les parents Durand, ne se sont pas, entre guillemets, dépossédés. Ils ont passé la nue propriété de leur bien immobilier. Si, comme le disait Olivier tout à l'heure, ils utilisaient des outils comme par exemple une SCI ou une société, eh bien, ils gardent le contrôle sur ce bien-là. En cas de revente, ils peuvent acheter un autre bien. En utilisant l'assurance vie, même chose. Ils ont optimisé leur succession, mais ce cash, cette épargne, cette cash value au sein du contrat, elle est disponible, elle est à eux. Donc ici, on va faire les maths, mais lorsqu'on compare le cas numéro 1, où famille Durand a travaillé, puis je ne pas vraiment focalisé sur la succession, puis se retrouve finalement avec un impôt sur la succession de 830 000 euros, ce qui est dommage, versus le cas numéro 2, où en utilisant simplement 2 outils, qui sont la nue propriété et la cash value life insurance américaine, eh bien, cette famille Durand a fait une économie d'impôt, on voit ici de 908 000 euros, n'aura payé qu'un impôt sur la succession de 321 000 euros pour une transmission nette de 3 millions d'euros. Alors ici, généralement, on peut dire, attends, comment ça se fait que l'impôt sur la succession n'est que de ici 830 000 et ici 321 000, mais j'ai gagné 908 000 d'impôts, mais c'est simplement parce qu'il ne faut pas oublier que l'assurance décès, la partie décès de l'assurance vie, elle passe bien tax-free. Donc en utilisant ces 2 outils, en cumulant l'avantage du passage hors succession, en doublant les avantages français et en ayant l'assurance décès plus l'aspect donation, eh bien, la famille Durand a réussi à économiser pratiquement 60% de droits de succession, à transmettre près de 908 000 euros de plus, sans, encore une fois, se déposséder, sans impacter, entre guillemets, leur style de vie lors de la retraite. Pourquoi? Parce que ce cash, il est toujours bien dans leur poche. S'ils veulent l'utiliser pendant la retraite, ils peuvent le faire. Autre outil dont parlait Olivier tout à l'heure, ici aux États-Unis, vous aurez la possibilité d'utiliser des structures comme dans cet exemple les LLC familiales qui vous permettraient d'optimiser votre succession également. Alors je sais qu'on a dépassé, donc je ne vais pas me lancer sur le sujet. On va passer à la partie questions. Je vais redonner la parole à Olivier et on va pouvoir se plonger dans vos questions. Ouais, alors je ne vois pas de. Alors je sais, je regarde si on a des questions, mais je ne vois pas dans le chat. Alors je ne sais pas comment ils sont modérés les questions. Adrien, je ne sais pas si tu sais, toi. Alors moi, je n'ai pas de questions.
les personnes sont en train de poser des questions. Alors, pendant qu'on reçoit les premières questions, également, si vous souhaitez avoir un bilan peut-être un peu plus personnalisé, parce que les stratégies dont on a parlé aujourd'hui, que ce soit Olivier ou moi-même, c'est des stratégies c'était des bases, c'est des stratégies qui ont besoin d'être personnalisées en fonction de chaque situation, chaque personne. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. Vous avez fait l'effort de venir aujourd'hui, de nous suivre jusqu'au bout. Le premier bilan patrimonial sera bien sûr offert et ça vous permettra de voir vraiment l'impact de ces stratégies-là avec vos propres chiffres. Alors, on a une première question. On a une personne qui est en train de taper la question. D'accord, c'est toi qui... Moi, je ne vois pas les questions. Alors, première question, Olivier. Comment désigner... Alors, une personne qui fait un petit retour à ton dernier post sur LinkedIn, Olivier. Sur Success Oral. Et la question pour toi, c'est comment désigner concrètement un tuteur temporaire pour les enfants sur le guardianship? Est-ce qu'il faut passer par un avocat ou est-ce qu'il existe des démarches plus simples, reconnues par les autorités locales, comme des associations? Très franchement, moi, je recommanderais de passer par un avocat. Pourquoi? Parce que vous pourriez le faire vous-même, entre guillemets, et le faire reconnaître par un public notary, mais il faudrait déjà que ça puisse être en possession par une personne de confiance auprès de vous. Et c'est vrai qu'en règle générale, d'avoir un avocat, ça vous permettra d'être beaucoup plus simple. Et très franchement, le coût, en règle générale, si demain vous faites un testament et que vous insérez une clause en fait pour le temporary guardianship, ça sera bien évidemment, ça vous coûtera rien en fait. Donc moi, je ne ferai pas abstraction en essayant de le faire par quelqu'un d'autre. Je connais des gens qui l'ont fait eux-mêmes et donc qui l'ont fait reconnaître avec un public notary et qui l'ont confié auprès d'une personne de confiance. Mais je passerai par un avocat quand même parce que le coût, encore une fois, j'insiste bien, il est vraiment neutre dans ce cadre-là. Parfait, merci. Alors, j'ai une question d'une personne qui est résidente fiscale en France, oui. Aux États-Unis, pardon, Olivier, mais qui a des enfants en France et souhaiterait faire une donation. Est-ce que cette donation, s'il a bien compris, ne sera pas imposée en France, puisque lui est résident fiscal américain, citoyen américain? Alors, comme j'évoquais tout à l'heure, donc tout se passe dans le pays de résidence de la personne qui donne, à l'exception de l'immobilier qui pourrait être situé sur le territoire français. Donc, si on fait abstraction de cela, c'est-à-dire que dans votre cas, vous souhaitez par exemple donner une somme d'argent à vos enfants qui sont, eux, résidents français, il n'y a aucun problème. Donc, ce sera vis-à-vis des États-Unis, c'est la fiscalité, elle sera américaine. Donc, vous aurez l'abattement des 13 990 000 $. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'il n'y aura pas de fiscalité du côté américain. Par contre, en France, il faudra que le bénéficiaire de cette donation fasse une déclaration d'un don manuel et en invoquant en fait la convention fiscale. Donc, en invoquant qu'en accord avec la convention fiscale située entre la France et les États-Unis, la donation, la taxation, l'imposition, le fait générateur de l'imposition a lieu dans le pays de résidence de la personne qui donne, donc aux États-Unis. Et donc, il n'y a pas d'impôt à payer du côté français, mais il faudra quand même l'indiquer et effectuer en fait les déclarations auprès du fisc français. Donc, déclaration en France, mais pas d'imposition en France. Déclaration aux États-Unis, imposition, mais abattement. Donc, à la fin, il n'y aura pas de taxe à payer. Oui, très bien. Ça déclenchait une autre question. J'ai fait une donation à mes 2 enfants il y a 15 ans passés. Quelles sont les conséquences? Je suis résident fiscal américain. Ah bah, si vous avez fait une donation il y a 15 ans, on parle de donations qui ont été faites il y a 15 ans, c'est ça? Tout à fait. Ah bah, donc déjà, la conséquence, est-ce que vous étiez aux États-Unis ou pas il y a 15 ans? Première question. Si vous étiez aux États-Unis, est-ce que vous l'avez déclaré ou pas, cette donation? Mais bon, après, il n'y aura certainement pas une imposition. Et du côté français, idem, quel type de donation vous avez effectué? Alors, c'est un peu quoi? Elle a dû être enregistrée en France, ou alors vous étiez résident fiscal français, vous avez fait une donation à des enfants qui est en France. Tous les 15 ans, le compteur sera à 0. Donc, ça veut dire tous les 15 ans, le compteur sera à 0. Ça veut dire que vous pouvez effectuer une donation en France à hauteur de 100 000 €, notamment de l'immobilier. Et si vous étiez aux États-Unis déjà, dans ce cadre-là, il n'y a pas de problématique, puisqu'en fait, on n'a pas de délai de 15 ans vis-à-vis de la France, à l'exception de l'immobilier. Donc, si aujourd'hui,
vous avez des biens immobiliers, vous souhaitez les donner aux enfants, vous pouvez réutiliser l'abattement des 100 000 euros du côté français, notamment par le biais du développement bondant. Parfait. Parfait. Ben, merci, merci Olivier. Je pense qu'on a déjà dépassé de quelques minutes. Du coup, on va remercier Houston Accueil qui nous a aidés dans l'organisation, bien aidé dans l'organisation de cette conférence, plus particulièrement Valentine, un grand merci pour cette conférence aujourd'hui. Pour toutes les personnes qui sont sur le call, comme je l'ai dit, je sais que j'ai déjà reçu des messages. Ce sera un plaisir de prendre rendez-vous ensemble pour qu'on puisse revoir de façon personnalisée votre situation, vous conseiller de façon plus personnalisée. Je vous souhaite à tous une excellente après-midi. Merci beaucoup Olivier également. Merci Adrien. À très bientôt. À bientôt, merci à tous.